Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. 130 pages, 3 chapitres. La sécurité, la diplomatie, l'économie, les infrastructures routières, bref, tous les thèmes piliers de l'émergence sont passés en revue dans cette première œuvre de Mohamed Younous. L'auteur dit avoir été inspiré par le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Cette œuvre n'a aucune injonction politique. On ne suit pas Alassane Ouattara dans le hasard. On le suit parce qu'il y a une histoire qui est là. Et quand vous lirez le chapitre 1, vous verrez que je parle de toutes les grandes réformes qu'il a initiées lorsqu'il était Premier ministre de 90 à 93. Et moi, personnellement, c'est ces réformes qui m'ont séduit. Plus des milliers de participants mobilisés pour la dédicace de Côte d'Ivoire en route vers l'émergence pour les ministres de la République, collaborateurs du président Alassane Ouattara, personnage principal de cette œuvre. C'est un hommage mérité. Chers collègues, membres du gouvernement, monsieur le professeur, distingués invités, mesdames et messieurs, cher Mohamed Younous, je me demande de prendre la parole à l'improviste, donc je ne vais pas être très long. Je ne vais pas être très long, mais je ne vais pas rater l'occasion de vous féliciter. Je pense que l'auteur, ce jeune auteur, nous montre la voie. Aujourd'hui, nous devons tous être dans l'action, faire quelque chose. L'émergence, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail à tous les niveaux. Chacun doit faire en fonction de ses capacités, de ses moyens, de son inspiration, quelque chose, être dans l'action. Il est fini des temps où on peut prospérer, où on peut faire avancer les choses si on reste chez soi, dans son salon, dans son bureau, avec des critiques vaines. Il faut rentrer dans l'action et vous avez osé, et de belle manière. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais féliciter le professeur Evali pour son étude détaillée du livre, et le ministre Bruno Koné, qui ont dit l'essentiel. Que dire de plus? Que ce livre est intéressant. Sur la question de l'émergence, je ne parlerai pas des enjeux économiques, de la vision stratégique, financière, mais je dirais deux ou trois choses. D'abord, merci pour les 5 pages consacrées à la sécurité. C'est des pages 39 à 44. Donc ceux qui vont acheter les livres peuvent le noter. Les pages 39 à 44, ils parlent du défi sécuritaire et c'est vrai de vous lire m'a replongé dans les défis de l'après-crise. C'était vraiment un enjeu majeur. Nous sortions d'une crise, un gouvernement au Golfe, avec à peu près 70 000 jeunes, entre ex-combattants, ex-miliciens, ex-membres des forces nouvelles, qui sans être aptes à porter des armes, avaient manipulé des armes. Et avec l'ancien régime dont beaucoup de cadres, haut gradés de l'armée, de la police et de la gendarmerie en exil dans un pays voisin, avec des relais dans la police, la gendarmerie, etc., qui avaient des velléités, qui ont des velléités de déstabiliser l'État. Évidemment, quelles que soient les prouesses du président, du gouvernement, si nous avions des cycles répétitifs de crise de stabilité, on n'aurait pas eu ce qui fonde aujourd'hui essentiellement la croissance de notre pays, la confiance. C'est quand la confiance, quand la croissance est portée par l'investissement, surtout du privé, c'est que les gens ont confiance. Et quand vous êtes un pays qui fait 9% de croissance, ça veut dire que vous avez un bon niveau de sécurité. On n'a même pas besoin de faire des démonstrations, c'est les macroéconomistes qui vous le disent. Aucun pays ne peut porter sa croissance à plus de 4 à 5% s'il n'y a pas de sécurité. Parce qu'on n'oblige plus les gens à venir investir, parce qu'on n'est plus dans la globalisation où il y avait des grandes puissances qui protégeaient les États. C'est fini. La France de Gaulle, qui protégeait tel périmètre, donc il y a des pays qui donnent l'argent à perfusion. Aujourd'hui, on est dans une compétition mondiale. Si l'investisseur privé ne sent pas que dans votre direction, son argent va prospérer, va être en sécurité, va être stable, il ne vient pas. Donc quand vos avions sont pleins, quand vous avez des croissances au-delà de, comme je dis, 4 à 5%, c'est que vous avez réussi ce pari de normalisation en termes de sécurité. C'est un enjeu majeur
Et je pense à toutes ces nuits blanches et toute cette mobilisation et cet engagement du président de la République. Il a créé le CNS, il a présidé lui-même toutes les semaines les réunions du CNS. C'est une réunion où il y a tout le staff, tous les ministres en compétence sur les questions de sécurité, le ministre des Affaires étrangères, la justice, la défense, la sécurité, les généraux, les chefs de corps. Et donc, on fait le point de la sécurité par semaine et quand on a des recommandations, il y a une prise en charge immédiate au plus haut niveau de l'État si le président décide. Je peux vous dire que dans certains pays, moi j'ai des collègues qui me disent mais une réunion comme ça, pendant 2 ans, on ne la fait pas. Un espace où il y a le président, il y a le Premier ministre, il y a tous les ministres. Quand il faut une dépense, le ministre des Finances, il prend son carnet, il sait que là, il doit dépenser. Donc ce système a permis d'avoir des résultats probants. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment vous remercier de l'avoir noté comme une porte d'entrée. L'autre point que je voudrais saluer comme un point fort de votre ouvrage, c'est le chapitre 1, à la page 13. Vous dites, c'est le premier chapitre d'ailleurs, Ado, un homme, une vision. Aujourd'hui, pour développer nos pays, l'Afrique, tout est dit, tout a été dit. Dans tous les forats, il y a eu tellement de grandes réunions avec des ingénieurs, des polytechniciens, des gens brillants. Tout est su, tout est dans les bouquins. On n'a rien à inventer. On connaît les secteurs de production de richesse, on connaît les principes de bonne gouvernance, tout est su. Et les gens compétents pour les mettre en œuvre existent. Vous êtes là, jeunes, brillants, sortis des grandes écoles. Mais quel est le problème? Quel est le problème? C'est l'homme, le leader, celui qui impulse le mouvement. Qui est-il? Pendant longtemps, l'Afrique a essayé une forme de leadership de tout politique. On avait les pères fondateurs, c'était des grands politiciens, donc ils ont réussi par des arrangements, mais quand ils allaient discuter avec nos partenaires extérieurs, les grands pays, ils n'avaient pas les compétences. Et puis tout était politique. Le cousin d'eux, la famille d'eux, la région d'eux, tout était que politique. On a vu les limites d'une telle approche. Et après, avec la crise, les crises des années 90, on a eu l'émergence de technocrates, qui étaient aussi du tout technocrates. Ils sont arrivés avec des principes, et puis très vite, les syndicats, les politiciens ont trouvé des petits tuyaux pour les freiner. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Quand vous avez échoué, vous avez échoué. Et le président Ouattara, aujourd'hui, je crois que c'est une observation que les experts, les chercheurs doivent approfondir, est en train, de par son succès, de révéler un leadership de type nouveau, qui doit être le nouveau profil du dirigeant africain de demain. C'est-à-dire quelqu'un qui d'abord a été l'élève de Houphouët-Boigny, donc qui connaît les racines de la politique, est fils de chef, attaché au lignage de cette vision de ce que nous sommes nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'aucun grand pays, vous voyez les pays d'Asie, on ne bâtit pas sur ce qu'on n'est pas de propre, d'intrinsèque. Si vous bâtissez sur ce que les autres, sur le modèle des autres, vous ne faites que copier, mais vous n'êtes jamais un grand pays. Et donc, l'homme, ensuite, il est allé le plus haut possible dans les institutions internationales. Et c'est ce croisement, ce carrefour de culture et de civilisation qui, je pense, est le premier atout de l'émergence. Et si on veut propager l'émergence, il faut que la plupart des hommes et des femmes qui sont dans ce pays se disent chacun a son rôle. Parce qu'un seul homme ou un gouvernement ne peut pas impacter profondément, pérennement les changements. Il faut qu'on se dise, nous tous, on doit changer. Parce que qu'est-ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire? On n'a pas eu une crise politique ou une crise économique seulement. On a une crise globale, c'est-à-dire une crise sociétale. On a eu des gens mûrs, en toute conscience, qui brûlaient d'autres personnes. Il les braise et puis il est content. Et les gens qui viennent, il va prendre l'argent de l'autre, il le braque, il va à 2 meetings et puis dans le mari, il est content. Mais ce type d'Ivoiriens, si ces types d'Ivoiriens sont les plus nouveaux, les plus nombreux dans la société, quelles que soient les politiques que vous allez faire, vous n'allez pas impacter, vous n'allez pas créer un mouvement d'ensemble. C'est pourquoi il y a des mesures que je n'ai pas retrouvées là, mais qui sont essentielles dans l'émergence. L'interdiction, des mesures simples. L'interdiction de fumer dans les lieux publics. L'interdiction de conduire avec un portable. Mais parce qu'en fait, le président a compris que c'est là. C'est l'émergence de l'Ivoirien nouveau qui peut porter pérennement le projet de l'émergence. Et donc, aujourd'hui, je veux le dire avec force,
cette œuvre. Et vous qui êtes là, c'est un appel. Il y a trop de jeunes cadres brillants, mais qui sont des beaux carriéristes. Je suis à la BCAO, je suis à la barre, j'ai mon petit boulot, me paye bien, la politique là, ça ne m'intéresse pas. Et puis vous savez, moi j'en suis témoin, ou je suis un exemple. Bien souvent, nous on a essayé le mouvement étudiant, on allait au Messie, mais on était les moins bons à l'école. Les plus brillants ne s'intéressaient pas. Mais dès que vous les mettez en responsabilité, ils sont perdus. Ils ne savent pas comment gérer 10 personnes. Donc il faut, et c'est l'émergence de ce qu'on voit dans les pays comme les États-Unis, des jeunes qui ont fait Harvard, qui sont Obama, qui sont présidents. Il faut que vous, qui êtes des technocrates, qui êtes des gens bien formés, qui peuvent défendre nos intérêts devant les enfants des autres pays. C'est une compétition mondiale. Il faut que vous aussi vous intéressez à la politique, vous intéressez à l'action. On va vous critiquer, ça ne marchera pas, mais il faut commencer. J'ai rencontré récemment un chef d'État qui me racontait que dans son pays, il a une crise avec une grosse firme mondiale qui puise du pétrole depuis l'indépendance. Ils ne savent même pas quelle quantité. C'est les chiffres que la boîte leur donne qu'ils prennent. Et quand ils parlent un peu, bon, on leur donne 10%, quelques milliards, gérez-vous avec ça, on va vous sécuriser. Quand ils parlent trop, bon, on commence à les embêter. Voilà les vrais défis de l'Afrique. Au fait, a dit très tôt, il y a 60 ans, on nous a trop volé, mais on continue de tellement nous voler. Si nous avons des cadres capables de discuter sérieusement dans le dialogue de l'échange avec tous ces partenaires, nous allons avoir une Afrique qui est différente. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Ouattara, on a bien vu, au-delà de mettre de l'ordre dans le pays, le cap qu'il a donné, c'est l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Je vous remercie. Bravo, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a découvert le président Alassane Ouattara. Il l'a amené très tôt pour nous accompagner. Mais malheureusement, comme on le dit dans la Bible, la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes n'ont pas reconnu la lumière. Nous avons vu beaucoup de richesses dans tout ce qui a été dit dans cet ouvrage et nous souhaitons que les Ivoiriens se l'approprient, que les Ivoiriens puissent en peu de pages en réalité comprendre la philosophie de la politique qui est menée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. L'œuvre est préfacée par le président Henri Konan Bédié et postfacée par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Né en 1978, l'auteur Mohamed Younous est un expert financier. Pour encourager l'œuvre, 200 exemplaires ont été offerts à des lecteurs par le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio.